Madame, Monsieur, bonjour. L'homme, qui est-il? D'où vient-il? À quel moment arrive-t-il sur cette terre? Quelles ont été ses différentes évolutions? L'origine de l'homme, telle est la thématique que nous abordons ce matin dans le cadre du nouveau numéro de votre émission Kamita sur Kemet Télévision. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet et présenter notre consultant permanent en la personne de Tot Abonné, permettez-moi, Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, d'invoquer l'esprit de nos ancêtres méritants, afin que tout au long de cette autre édition, qu'il nous inspire la pensée juste, la parole juste et l'acte juste. Je vous reviens très rapidement derrière cette courte transition pour entrer véritablement dans le vif du sujet. À tout de suite. Retour sur le plateau, comme je le disais dans mes propos introductifs. Madame, Messieurs, chers téléspectateurs, la thématique que nous abordons ce matin, c'est l'origine de l'homme. Tot Abonné et Luna, égyptologue, ontologue et métaphysicien, essaiera de répondre aux questions que nous nous posons sur l'origine de l'homme. Frère Otep, et bienvenue. Otep Mojang Nyamsi, Otep à tous les Shem Suho, à tous les Shem Sumat, à tous les Shem Sujeuti et à tous les Shem Sura. Ma commune bese, mina metan, mina botison, mina miss, mina si, mina mintan, mina maayat. Ma commune bese. Voilà. Pas besoin de traduire, hein. Je pense qu'on comprend quand même ce que ça veut dire. Bien, quand je dis l'origine de l'homme, tout de suite à l'esprit, frère, qu'est-ce que ça te dit? Bon, immédiatement, quand on parle de l'origine de l'homme, en tant qu'Africain, et sachant que beaucoup de nos frères et sœurs africains et africaines nous écoutent à l'instant, la première chose qui leur viendra à l'esprit, c'est soit le récit de la Bible, soit le récit du Coran. Immédiatement, c'est-à-dire que la thèse scientifique est une thèse, d'après eux, secondaire et parfois même péjorative, car d'après eux et d'après elles, je parle des sœurs et des frères, qui pensent que la Bible est la parole de Dieu, que le Coran est la parole de Dieu, et que ce n'est que là-bas qu'on nous donne la vraie origine de l'humanité. Donc, d'après eux, les thèses scientifiques, ce sont des constructions humaines qui n'ont rien à voir avec la révélation divine. Mais lorsque nous nous penchons sur ces documents, immédiatement, nous remarquons beaucoup d'incongruités, notamment en ce qui concerne les datations. Lorsque on s'en tient simplement, on ne va pas s'attarder sur la notion de création d'Adam, comment Adam a été créé, comment on a formé la terre, et comment on lui a soufflé dans les narines, et comment il est devenu un esprit, un vivant et autres. Et plus tard, la femme a été tirée de sa côte. Et tout ça est déjà connu par les téléspectateurs. Mais ce qui attire notre attention, c'est deux choses. La première des choses, c'est que on se pose la question, comment est-ce que la femme a pu être tirée de la côte de l'homme, étant entendu qu'aujourd'hui, il ne manque à l'homme aucune côte, ni à l'homme ni à la femme. Et donc, c'est le premier questionnement. Le deuxième questionnement, c'est au niveau du temps mis. Et on nous dit que Adam a vécu en tout, après sa création dans le jardin d'Éden et jusqu'à sa mort, il a vécu en tout 930 ans. Donc, lorsqu'on additionne l'âge où Adam a commencé à procréer, et on additionne l'âge où son fils qui a perpétué l'espèce, d'après la Bible, a commencé à procréer, on ajoute à cela l'âge où son petit-fils a commencé à procréer. Lorsqu'on additionne tout ça, jusqu'à Abraham, ça fait 2000 ans. Lorsqu'on additionne d'Abraham jusqu'à Jésus, ça fait 2000 ans, ça fait 4000 ans.
Et lorsqu'on additionne de Jésus jusqu'en 2023, ça fait 6023 ans d'après la Bible. Ça veut dire que d'après la Bible, de l'Égypte, de la civilisation. D'après la Bible, l'homme existe sur terre depuis 6023 ans. Ce qui est ridicule dans la mesure où le calendrier nubo-égyptien a été élaboré en 4250. C'est vrai, frère. 4236. C'est vrai que tu entres déjà dans le vif du sujet. Oui. On était encore juste là dans les civilités, les présentations. Oui. On va aller de façon progressive et méthodique. Oui. Et je vais rappeler à tous nos téléspectateurs qui nous regardent et nos abonnés sur YouTube à travers Kemet TV que le rôle de cette chaîne de télévision, c'est de promouvoir les valeurs culturelles africaines. Et la démarche que nous abordons ici, je ne cesserai jamais assez de le dire, c'est une démarche scientifique. On s'appuie sur des faits, on s'appuie sur des preuves et nous avons des références et des éléments qui vous permettraient par vous-même, n'est-ce pas, d'aller faire des recherches et vous rendre compte de la véracité ou pas, n'est-ce pas, de tout ce que nous abordons dans le cadre de cette émission. Donc, la thématique que nous abordons ce matin, comme je l'ai dit, c'est l'origine de l'humanité. Frère, la première question que je vais te poser à ce sujet est celle de savoir, est-ce que véritablement l'Afrique est le berceau de la civilisation humaine? Premièrement, pour planter le décor. Oui, effectivement, quand on parle déjà de la civilisation, c'est le parachèvement du génie humain. Voilà. L'Afrique est non seulement le berceau de la première civilisation de toute l'humanité, mais en plus de cela, c'est le berceau même de l'humanité. Voilà. Parce qu'il faut partir d'abord de l'humain qui naît et qui suit une certaine progression avant de créer les civilisations. Voilà. Donc, déjà, d'entame, je réponds que oui, l'Afrique est le berceau de la toute première civilisation. S'il faut citer quelques éléments, compte tenu de l'apparition du premier Homo sapiens sapiens en Afrique, autour de moins 350 000, parce que les thèses de Cheikh Anta Diop avaient arrêté ça entre moins 150 000 et moins 200 000. Effectivement, oui. Mais avec la découverte en 2017 d'un reste de l'Homo sapiens sapiens sorti de l'Afrique qu'on a découvert en Palestine et qui date de 175 000 ans avant l'ère actuelle. Cela a donc poussé les chercheurs, les paléontologues, les archéologues et les historiens à reculer donc cette date à moins 300 000, moins 350 000, voire moins 400 000 aujourd'hui. Donc, si le premier Homo sapiens sapiens est sorti d'Afrique par le détroit de Gibraltar, l'isthme de Suez et le détroit de Bering, le détroit de Bering, avant d'aller peupler les autres peuples, cela signifie qu'il y a d'abord eu une bonne sédimentation de la civilisation en terre africaine. Et cela se justifie par le fait que sur la grotte de le Bombo, qui date de moins 80 000. D'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, on a vu des gravures, des triangulations, des formules mathématiques et géométriques. Sur la grotte de Blombos, qui date de moins 38 000, on a vu des séries mathématiques, etc. Moins 38 000, ça dit 38 000 ans avant l'ère actuelle. Et sur la grotte sur l'os d'Ishango, qui date de 25 000 ans, on a vu, 25 000 avant l'ère actuelle, on a vu des séries de mathématiques, des gravures de séries de mathématiques. Et cela montre donc à suffisance qu'avant l'apparition de l'homme du Cro-Magnon, qui est aujourd'hui typiquement l'homme blanc, autour de moins 20 000, parfois ça varie entre moins 20 000 et moins 15 000, et on voit une large distance qui sépare, même la grotte de Lascaux et Chevin en Europe qu'on a découverte, qui date de moins 37 000, n'est pas antérieure
les inscriptions qui s'y trouvent ne sont pas enterrées à la grotte de Blombos et à la grotte de Lobombo, découverte en Afrique du Sud. Donc, cela montre à suffisance que les traces de civilisation ont commencé à apparaître en terre africaine. Et je vais plus loin. D'accord, frère. Je souhaite qu'avant d'arriver à l'Homo sapiens sapiens, qui est deux fois l'homme deux fois sage comme toi et moi, je souhaite qu'on commence dès le début, c'est-à-dire le premier homme qui est l'Australopithèque robustus. Comment arrive-t-il sur la Terre et à quel moment précis? Avant même d'arriver, on va voir comment est-ce qu'il a évolué et les spécimens qui n'ont pas pu, n'est-ce pas, traverser le continent pour aller coloniser les autres continents. Avant d'arriver même à l'Australopithèque robustus, nous partons d'abord du principe selon lequel la seule zone sur Terre, la seule plaque continentale, parce qu'il faut préciser qu'avant la dérive des continents, c'est-à-dire qu'avant que les continents ne se séparent, dû au phénomène tectonique, à la tectonique des plaques, il n'y avait pas d'être humain sur Terre, il n'y avait pas d'homme sur Terre. Ça, c'est ce qu'il faut déjà dire. Le premier homme apparaît sur Terre, mais la Terre existait déjà. Bien. Le premier homme apparaît sur Terre après la dérive des continents. Parce qu'il y a les gens qui posent toujours la question que, bon, quand il y avait la Pangée, est-ce qu'il y avait l'Afrique, est-ce qu'il y avait l'Europe, est-ce qu'il y avait l'Amérique, est-ce qu'il y avait l'Asie, est-ce qu'il y avait tous ces... Je réponds très rapidement que avant la dérive des continents, avant que les continents ne se séparent les uns des autres, il n'y avait pas d'homme sur la Terre. C'est-à-dire ceux qui sont sérieux peuvent aller vérifier ce que je dis, et je le dis sans hésitation parce que je sais que c'est fondé ainsi. Et d'après les thèses scientifiques arrêtées et acceptées à l'état actuel de la recherche. Deuxièmement, le seul endroit sur Terre où le soleil émettait les rayons de manière verticale, c'est la zone équatoriale, c'est-à-dire l'Afrique, entre l'Afrique équatoriale, les rayons ultraviolets, jusqu'en Amérique du Sud. Voilà la zone où, c'est pour ça qu'on va trouver d'une part la forêt amazonienne et d'autre part la forêt équatoriale. Donc, et c'est dans cette zone que la vie est née, et c'est dans cette zone que la vie pouvait naître. Et effectivement, les animaux, d'après la théorie de Glover, les animaux qui sont nés dans cette zone devraient forcément être pigmentés, c'est-à-dire mélanodèrmes, pour pouvoir résister aux rayons solaires. Ultraviolets. Donc ça veut dire que comme l'homme est un animal, et qu'il est donc né dans cette zone, il ne peut être que noir. Donc le premier homme sur Terre, sur la base de cette thèse des biologistes, des archéologues et autres, certifie effectivement que le premier homme sur Terre est noir. Et la mélanine étant un écran protecteur. Et la mélanine étant un écran protecteur contre les radiations ultraviolettes, parce qu'il faut préciser qu'au premier temps de la Terre, la vie était vraiment rude. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a eu les exterminations de certaines espèces comme les dinosaures qui n'ont pas pu s'adapter. Mais les autres animaux qui ont réussi à s'adapter ont donc muté, parce qu'il faut préciser le principe de mutation survient des changements climatiques et atmosphériques et autres. C'est la raison pour laquelle il y a donc des mutations. Et au fur et à mesure que la Terre perdure, il y aura des mutations futures, observables, pas dans 10 ans, pas dans 100 ans, mais dans des millénaires, peut-être voire des dizaines de milliers d'années ou des centaines de milliers d'années. Ça veut dire l'homme abouti comme toi et moi, il est possible qu'il mute encore un jour. Bien évidemment. Il est possible qu'il mute encore, peut-être d'ici 100 000 ans ou d'ici 1 million d'années. Parce qu'il faut préciser que ces mutations ne se passent pas dans l'intervalle de temps de la vie humaine. La vie humaine, c'est-à-dire 100 ans. Constitué 100 ans, où les gens vont nous poser les questions comme mais pourquoi depuis 5000 ans, les hommes n'ont pas muté? Et pourquoi votre thèse n'a pas d'assises réelles sur la réalité? Parce que depuis qu'on observe, depuis 5000 ans, depuis 10 000 ans, l'homme n'a pas muté. Les mutations dont nous parlons s'étalent à des millions d'années, s'étalent à des centaines de milliers d'années. Donc, on ne peut pas débattre sur des gens qui déraisonnent sur la base des subjectivités. Nous raisonnons sur la base des faits scientifiques et sur la base de la rationalité scientifique. Et des résultats des recherches sur le terrain. Accumulés, des recherches sur le terrain, vérifiées, effectivement. Donc, lorsqu'on a donc précisé que le premier homme est noir,
arrive après la dérive des continents. Oui. Après la dérive des continents. Et on retient donc déjà que le premier homme est noir. Ensuite, on avance. Si le premier homme est noir, il est né dans quelle zone? Bon, on nous précise que l'homme est né sous l'équateur, c'est-à-dire dans un climat tempéré et chaud. Et c'est effectivement dans la zone des Grands Lacs, donc qui part du Kenya jusqu'en Afrique du Sud. En passant par la Tanzanie. La Tanzanie, voilà, le Tchad, le Cameroun, le Gabon, le Congo, toute cette zone qui est vraiment clémente à l'émergence de la vie. C'est ça qu'on appelait les Grands Lacs. C'est la zone des Grands Lacs. C'est là où le premier homme est apparu. Et c'est là où le premier homme est apparu. Et donc, ce premier homme a donc subi des mutations au fil du temps, suite au changement climatique, géographique et autres, à l'environnement dans lequel il vivait. Et donc, il a muté, mais avant d'arriver à ce qu'on appelle l'humanoïde, on retient que l'ancêtre le plus ancien de l'humain, d'ailleurs, ce qui rejoint d'ailleurs les thèses africaines, à savoir que l'homme noir a combien d'ancêtres? Il en a, je crois, 2. Il en a 3. Le premier ancêtre de l'homme, c'est la pierre. Le deuxième ancêtre de l'homme, c'est l'arbre. Et le troisième ancêtre de l'homme, c'est le singe ou le chimpanzé. Le chimpanzé. Voilà. Le singe qui n'a pas de queue. Voilà. Donc, on constate à travers ce qui consolide davantage nos thèses, c'est le fait que les travaux d'un grand scientifique reconnu internationalement aujourd'hui, dont les thèses jusqu'à présent sont retenues comme des thèses, des thèses crédibles en ce qui concerne l'évolution de la vie. Je vais citer Hubert Reeves, qui est un scientifique anglo-saxon. Il a produit beaucoup d'ouvrages sur l'évolution de la vie, la biologie, la biochimie, l'astrochimie, etc. Je parle bien de Hubert Reeves. Reeves s'écrit R-2-E-V-E-S. Pour vous permettre d'aller chercher. Pour vous permettre d'aller chercher Hubert Reeves. Donc vous pouvez aller chercher ce nom et vous allez voir ses travaux où il montre qu'à la base, tout part des particules qui s'associent entre elles pour former les atomes et avec l'électron qui tourne autour des noyaux atomiques. Ensuite, sur le principe de valence, ces noyaux atomiques, à travers la figuration des cercles concentriques mathématiques, commencent à s'attirer les uns les autres pour constituer donc plusieurs noyaux atomiques et tels que la composition chimique nous le présente. Il faut préciser que le premier atome, c'est l'atome d'hydrogène. Le deuxième atome, c'est l'atome d'oxygène. Le troisième atome, c'est l'atome de carbone. Et le quatrième atome, c'est l'atome d'azote. Et c'est sur la base de ces 4 atomes qu'il y a donc composition, agglomération de ces atomes pour constituer des molécules. Sur la base de ce qu'on nomme l'ADN, qui est constitué de 4 molécules. Et lesquelles molécules plus tard ont donné les organes. Voilà, les 4 molécules d'ADN qui sont la guanine, la thymine, la cystosine, et la cytosine et la démine. Ce sont ces 4 bases azotées qui ont, à travers des mutations multiples, constitué plus tard des cellules et plus tard des organes et plus tard des corps, micro-corps et ensuite des macro-corps. Ça, c'est ce que les thèses des chimistes, des biochimistes et autres, qui certifient effectivement la thèse africaine qui dit tout part du minéral, passe par le végétal, le minéral c'est-à-dire la pierre, passe par le végétal. Et il faut préciser que la pierre elle-même est née de l'eau, parce que la pierre est un élément minéral autant que l'eau elle-même est un élément minéral. Voilà. Et donc, ensuite le végétal, ensuite l'animal, ensuite, dans la chaîne animale, on vient donc trouver la chaîne humaine. Parce qu'il faut bien comprendre, parce que beaucoup de gens se posent la question de savoir comment est-ce qu'on a été des pierres, et ensuite comment est-ce que la pierre peut grandir et devenir. Et cela c'est démontrable scientifiquement, où on montre donc à travers chaque pierre a des constituants chimiques. Maintenant, il y a donc des complexités qui naissent au fur et à mesure qu'il y a le phénomène d'évolution pour aboutir à ce qu'on appelle les cellules animales. Voilà. Et les cellules végétales d'abord, et plus tard les cellules animales, avant de parvenir à ce qu'on appelle aujourd'hui l'humain. Cela est démontrable scientifiquement. On donnait justement des arbres. Des arbres. Et plus tard donc les animaux. Les animaux. Donc quand l'Africain dit
les trois ancêtres de l'homme sont la pierre, l'arbre et le chimpanzé. Il n'est pas égaré. Ça, ce sont les initiés qui l'ont compris. Et une fois de plus, cela démontre la suffisance que les Noirs ont leur manière, leur approche de la science qui n'est pas, je dirais, non scientifique pour autant. Parce que lorsqu'on... Même si la méthode n'est pas la même. Même si la méthode d'approche n'est pas la même. Elle aboutit parfois aux résultats plus complexes et plus complets que la science matérialiste occidentale. Mais il n'en demeure pas pour autant que ces thèses, à la base, se tiennent les unes avec les autres. Parce que lorsqu'on lit les travaux de Hubert Reeves, on découvre effectivement cette échelle de vie qui part des particules vers ce qu'on appelle des macro-organismes. Et comment on part du minéral vers le végétal, du végétal vers l'animal, et plus tard de l'animal vers l'humain. Tout ça est démontrable scientifiquement. Je vous envoie aller lire l'auteur Hubert Reeves qui a fait des grands travaux là-dessus. Et il y en a bien d'autres, bien évidemment. Très bien. Donc, lorsque nous avons donc dit cela, on aboutit au fait que le premier homme issu donc de cette chaîne évolutive, parce qu'il faut distinguer l'évolutionnisme darwinien qui a abouti à l'idéologie des gens comme Vacher de la Poule, les gens comme, comment on l'appelle encore, Glumplovitch, et plus tard les thèses hitlériennes. Et il faut sans oublier les théosophes tels que Blavatsky, Rudolf Steiner, Max Sanders, qui parlent de la race, des races supérieures et des races inférieures. Voilà. Nous ne sommes pas dans cette logique ici. Ça, c'est typiquement l'idéologie. Ça, c'est déjà l'idéologie. Nous sommes ici typiquement sur la thèse évolutionniste. Et il ne faut pas confondre l'évolution ou l'évolution et l'évolutionnisme, voilà, qui est une doctrine qui repose sur l'idéologie selon laquelle il y aurait des races supérieures et des races inférieures. Donc, la thèse de l'évolution qui se retrouve même dans les mythes anciens, notamment les mythes indiens, les mythes chinois, même les mythes occidentaux, les mythes scandinaves, les mythes grecs, on va toujours retrouver cette proximité entre le règne animal, le règne végétal, le règne humain et le règne divin. Voilà. Donc, quand on a donc précisé qu'effectivement, il y a donc une évolution, une échelle de vie, et que nous allons démontrer plus tard, après avoir suivi la thèse évolutionniste occidentale, il faut qu'on la présente d'abord, avant de présenter ensuite notre propre thèse à nous. D'accord. Voilà. Cette thèse stipule donc que l'ancêtre le plus ancien de l'homme s'appelle Aegyptopithecus zesis. Je reprends. Aegyptopithecus zesis. Singe vivant, il y a environ 30 millions d'années en Égypte, découvert dans la dépression du Fayoum, lors des fouilles, bien évidemment. Donc ce singe date de 30 millions d'années, et c'est de ce singe qu'il y a eu donc des mutations internes où certaines branches ont constitué d'autres variations de singes, de chimpanzés, de gorilles et plus tard l'émergence de l'humain. Ça, c'est la thèse occidentale de l'origine de l'humanité. Oui, ça, c'est la thèse évolutionniste occidentale. Il faut préciser ça. Ensuite, il y a eu les hominidés nommés gibbons, c'est-à-dire Ilobatidae, qui ont émergé. C'est la famille des hominidés qui a émergé autour de 20 millions d'années, de petite taille. Voilà, lorsqu'on présente la chaîne humaine, les gibbons, l'humanoïde gibbon est un humanoïde de petite taille, station debout, mais de petite taille. Ensuite, il y a, on précise que les hominidés les plus grands de taille restent d'abord en Afrique. Voilà. Donc les hominidés, ce sont les gibbons qui migrent, qui partent peupler les autres continents. Ensuite, on a le Sahelanthropus, voilà, tchadensis, donc qui a été découvert au Tchad, notamment l'homme de Toumaï, qui date de 7 millions d'années. Oui. Voilà. Ensuite, on a l'Australopithèque, qui date de 4 millions d'années. Ensuite, on a le Paranthropus, homme en Afrique centrale, qui est
proche de ce qu'on appelle plus tard l'ancêtre de l'Homo habilis. Ensuite, l'Homo habilis lui-même, ou Rudolf Fendis, avec des variances Homo gaugensis, Homo naledi, émerge autour d'1 million d'années. 1 million, précisément 1 million 800 millions d'années. 800 000 années. Ensuite, nous avons l'Homo erectus qui émerge autour d'1 million d'années. Ensuite, nous avons l'Homo néandertalis qui émerge, l'homme de Néandertal, qui émerge autour de 800 000 ans et qui s'éteint vers 30 000 ans. C'est-à-dire, cette frange de l'Homo n'a pas pu aller jusqu'à son aboutissement. Donc, il s'est donc éteint autour de 30 000 ans, l'homme de Néandertal. Et ensuite, nous avons l'Homo rhodesiensis, qui a 600 000 ans. Juste avant l'Homo sapiens. Juste avant l'Homo sapiens. Et nous avons enfin l'Homo sapiens qui émerge autour de 400 000 ans. Et on précise que cet Homo sapiens naît d'abord en Afrique. Et avant de commencer à migrer par des voies telles que le détroit de Gibraltar, l'isthme de Suez, le détroit de Bering, et plus tard par navigation pour arriver même en Amérique du Sud, pour créer les civilisations des Olmecs, des Toltecs, et ceux qui sont les ancêtres des Mayas, des Incas et autres. Et c'est la même chose qui se passe avec l'homme, celui qui migre vers l'Europe, le premier négroïde, le négroïde de Grimaldi. Je ne vais pas trop m'étendre dessus parce que les gens, ils ont la possibilité. On n'a pas assez de temps. De recherche, surtout que c'est très technique. Voilà, une émission comme celle-là qui va décrypter en détail, vraiment, il nous faudra toute une journée. Donc, on montre juste les grands axes pour aider les gens à aller mener des recherches. Voilà donc, quand on a découvert que le premier Homo sapiens sapiens naît de l'Afrique, et les premiers vestiges de la civilisation, tels que nous l'avons démontré via la grotte de Blombos, la grotte de Lobombo, l'os du Shango, et plus tard la thèse de Manéthon, qui nous fait remonter les dynasties égyptiennes à 36 000 ans. Et je précise que Manéthon, dont j'ai la photo ici, bon, c'est ce que la tradition nous a rapporté, hein, que c'est lui-là. On n'était pas là pour vérifier si c'est effectivement Manéthon. Mais nous nous fions à ce qui nous est légué par la postérité. Donc, voici l'image de Manéthon de Sebenitos, qui était un grand prêtre égyptien, qui a vécu autour de 350 avant l'ère actuelle. Et ce qui rend fiable la thèse que nous soutenons, c'est qu'il a laissé des écrits, mais ces écrits aujourd'hui sont fragmentaires. J'ai le recueil de ces écrits, dont une partie parle de Ptolémée, et l'autre partie parle de Manéthon. Donc j'ai ces écrits. Je crois que l'ouvrage a plus de 1000 pages. D'accord. Je l'ai. Ceux qui en auront besoin peuvent nous le demander. On va le leur donner. Et dans les fragments des textes de Manéthon, il nous a donc narré les dynasties égyptiennes et la vie même, certains épisodes tels que l'invasion des Hyksos, la peste, la lèpre pendant la période des Amenhotep, les Hébreux, l'histoire des Hébreux, c'est lui qui nous narre ça. Et donc, Manéthon donc, qui était un prêtre égyptien et reconnu même par les souverains lagides tels que Alexandre le Grand, tels que Ptolémée Soter et tels que Ptolémée Philadelphe, et qui ont constitué plus tard ce qu'on a appelé l'hermétisme grec, d'où le nom Thoth Hermès Trismégiste, qui n'est que une appropriation des thèses égyptiennes avec un syncrétisme de la pensée grecque, avec la pensée grecque. Donc, plus tard, après Manéthon, qui nous narre donc, et il faut préciser que si nous retenons aujourd'hui la chronologie des dynasties égyptiennes, partant du premier pharaon Nahamer, Ménès Nahamer, jusqu'au dernier, c'est grâce à la chronologie de Manéthon. C'est-à-dire que les égyptologues occidentaux qui développent les thèses aujourd'hui sur l'Égypte pharaonique s'appuient sur la chronologie de Manéthon à ce qui concerne les dynasties des pharaons. Maintenant, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils évacuent les dynasties des hommes demi-dieux, des demi-dieux, et les dynasties des dieux. Voilà, ils évacuent ça. Ils ne maintiennent que l'unification de la haute et la basse Égypte, pour nous faire comprendre que c'est là où la vraie histoire commence. Donc, la chronologie de Manéthon nous fait remonter jusqu'à 26 000 ans, 36 000 ans. Et cette chronologie de Manéthon est corroborée par la création du calendrier nubo-égyptien autour de 4000
4236. 36, Et donc, quand on effectivement. fait 4236 plus 2023, je pense qu'on est autour de 6258 ans Oui. que ce calendrier existe. Et vous allez remarquer une chose que j'ai mentionnée au début. Si ce calendrier date de 6256 ans, 58 ans, cela montre la suffisance qu'il est plus vieux qu'Adam et Ève. Parce qu'on a montré que Adam et Ève n'existent sur Terre, hein, les premiers hommes là, ils n'existent que lorsqu'on additionne tout ce que j'ai dit là, on arrive à 6023 ans. Donc vous allez constater que le calendrier nubo-égyptien a été élaboré plus de 200 ans avant la naissance, avant la fabrication d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ce qui est une absurdité absolue. C'est-à-dire, soit alors, cet Adam et Ève est l'ancêtre d'un peuple particulier et il n'est pas l'ancêtre de l'humanité tout entière, parce que pendant que Yahweh, le Dieu de ce peuple-là, fabriquait Adam et Ève dans le jardin, un autre peuple avait déjà commencé à élaborer les principes scientifiques, tel qu'un calendrier astronomique, il faut préciser ça. C'était un calendrier sidéral basé sur le mouvement des astres. Et ce calendrier retrace le cycle total, global, des rotations, de la translation des étoiles dans le ciel et des constellations qui datent d'environ 25 000 ans. Et on peut citer les Dégons qui sont spécialistes justement dans... Voilà. Donc, cette série d'observations qui a abouti à l'élaboration du calendrier, nous amène à comprendre que finalement, lorsque tous les cycles zodiacaux sont représentés sur ce calendrier-là, l'ère du poisson, l'ère du Verseau, l'ère du Capricorne, il y a tout ça sur le zodiaque de Dendera. Je crois que je l'ai ici. Je ne sais pas si je pense que je l'ai là. Donc, le zodiaque de Dendera, il est là. Nous parlons avec des preuves à l'appui. Vous allez observer sur ce zodiaque tous les signes, tous les airs. Donc, et ça remet effectivement en question ceux qui disent que lorsqu'on part d'une ère à une autre ère, actuellement, ce que les Égyptiens ont fait, c'était le passé. Le monde a changé, les principes métaphysiques ont changé, ce qui est faux, parce que l'homme noir a fait le cycle total de la translation des planètes et des astres, du soleil qui traverse chaque cadran astronomique pour faire donc ce cycle total de la vie. Donc, ces observations qui retracent ce calendrier qui rend compte des observations qui s'étalent à 25 000 ans, montre que avant même que les observations ne commencent, les hommes existaient déjà et les hommes étaient déjà organisés avant de commencer à scruter le ciel et à marquer ce qui apparaît au ciel. D'accord. Et je termine par là. La thèse de Manéthon est corroborée par Charémon, prêtre égyptien qui a vécu au 1er siècle, par Appion, prêtre égyptien qui a vécu au 1er siècle, et par un philosophe grec appelé Lysimaque. Lysimaque s'écrit L-Y-S-I-M-A-K-E. Q-U-E. Donc, les gens qui nous écoutent peuvent aller faire des recherches sur ces noms que je donne et ils vont constater que ces gens disent la même chose en ce qui concerne les dynasties égyptiennes, l'histoire des Hébreux et toutes les crises que l'Égypte pharaonique a connues. D'accord. Nous allons avancer, frère. Et nous allons utiliser de moins en moins, autant que faire se peut, du métalangage pour que, c'est vrai que c'est très technique, mais avec les références, ça vous permettrait, n'est-ce pas, d'aller faire des recherches par vous-même. Donc, ça veut dire que vous avez cité 6 spécimens d'hommes qui ont vu le jour uniquement en Afrique. Ouais. Pour le moment, on ne parle pas encore d'Europe, on ne parle pas encore d'Amérique. En fait, on ne parle pas encore des autres continents. Mais il faut préciser des petites nuances. Il faut préciser que parmi ces spécimens d'hommes, il y a certains qui sortaient d'Afrique, même les familles des singes, des hominidés, qui sortaient pour aller peupler les autres continents. Mais la chaîne humaine qui a gardé le processus logique, c'est-à-dire le fil Ariane, qui fait en sorte que partant du premier hominidé jusqu'à l'Homo sapiens sapiens, ça s'est déroulé essentiellement à terre africaine. Parce que les autres maillons qui sont sortis de l'Afrique ont péri et n'ont pas pu évoluer jusqu'à l'Homo sapiens. D'accord, puisque la science nous renseigne que les 3 premiers spécimens, notamment
que vous avez cités, l'Australopithèque robustus, gracile L'Homo erectus. et l'Homo Erectus, habilis oui, n'ont pas habilis. atteint le potentiel suffisant pour sortir de l'Afrique. Ouais. Mais l'Homo erectus, l'homme de Néandertal que vous avez Oui, cité, et oui. l'Homo sapiens sapiens Oui. sont sortis par les voies que vous avez citées, c'est-à-dire Oui. l'isthme de Suez, Oui. le détroit de Gibraltar et Oui. par le Bering, Oui. n'est-ce pas, pour aller Peupler peupler les autres continents. les autres continents. Oui. D'accord. Mais l'homme de Néandertal s'est éteint autour de 30 000 ans avant l'ère actuelle. Oui. Donc il n'y a que l'Homo sapiens sapiens qui a perduré jusqu'à aujourd'hui. Oui, justement, Et cet puisque- Homo sapiens sapiens est sorti effectivement de l'Afrique. Justement, puisque d'après les recherches, une fois que l'Homo sapiens sapiens est allé peupler les Amériques, on n'a Oui. pas trouvé les Néandertaliens là-bas. Bien évidemment. C'est seulement l'Homo sapiens sapiens. Bien évidemment. Bien, frère, maintenant nous allons avancer. Il y a deux thèses qui s'affrontent sur le domaine de l'hominisation, Ouais. notamment la thèse monogénétique, celle-là qui s'appuie sur les données de l'archéologie préhistorique. Ouais. Et maintenant, la thèse polycentrique, Ouais. qui sous-tend que, une fois les conditions étant réunies, la nature a créé ici un homme blanc, Ouais. là-bas un homme jaune, de Ouais. l'autre côté un homme noir. Ouais. Bon, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour que l'homme noir mute afin qu'arrive pour la première fois dans l'humanité le locodème, c'est-à-dire celui qui est considéré comme blanc aujourd'hui, Ouais. et plus tard l'homme de la chancelade, c'est-à-dire le chinois qui était l'homme jaune. Ouais. Parce qu'il y a, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup n'arrivent pas à s'entendre là-dessus. Certains disent que non, il n'est pas possible que on parte du noir Vers le blanc. pour devenir blanc, Ouais. que forcément la nature, ou alors Dieu, comme il l'appelle, Ouais. a créé un homme blanc à part, indépendamment du noir. Ouais. Alors frère, toi qui es un technicien de la chose, comment est-ce que c'est fait la mutation pour qu'arrive pour la première fois dans l'humanité le locodème, l'homme qu'on appelait plus tard l'homme de Cro-Magnon? La thèse polycentrique est partagée par des idéologues, généralement, qui ne veulent pas avoir une parenté noire ou nègre. Effectivement. C'est-à-dire, on va retrouver cette tendance chez des auteurs tels que, comment on l'appelle, Édouard Churé, dans Les Grands Initiés. C'est de ça qu'il parle. On va retrouver cette thèse chez Elena Petrovna Blavatsky. On va retrouver cette thèse chez Max Heindel, qui est un maître franc-maçon. On va retrouver cette thèse chez tous les théosophes, là, Alice Bailey, Rudolf Steiner, avec toutes leurs tendances et toutes leurs écoles. Et ce sont ces idéologies qui ont influencé, qui continuent d'influencer aujourd'hui les recherches scientifiques. Il faut préciser qu'entre la science objective et la science idéologique, il n'y a qu'un fin, c'est-à-dire Un fil très fin. un fil très fin qui les sépare. Donc très facilement on peut basculer, partant de la science objective, très facilement on peut basculer vers l'idéologie. C'est pourquoi c'est qu'à je parle qu'il faut faire très Il faut faire attention très en attention termes de recherche scientifique et de l'idéologie. Voilà. Et il faut préciser que ce sont les idéologues qui sponsorisent les recherches scientifiques en Europe et en Amérique. Ce sont les idéologues. Pourquoi? Ils les sponsorisent, il faut préciser, mais qui sont les grands banquiers du monde? Mais ce sont des familles qui, aujourd'hui, contrôlent l'Europe, contrôlent l'Amérique du Nord, en ce qui concerne les finances, en ce qui concerne le volet médiatique, en ce qui concerne le volet politique et en ce qui concerne le volet éducatif. À ce moment, la science devient partisane. La science devient donc partisane. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous allez voir beaucoup de déviances aujourd'hui dans la science, où on amène les gens à créer des mutants, c'est-à-dire pour servir l'intérêt de ce groupe-là. En réalité, c'est de réduire la population mondiale et créer ces mutants qui vont remplacer la main-d'œuvre de l'homme naturel, de l'homme normal. D'où l'intelligence artificielle, le transhumanisme et tout ce que vous voyez aujourd'hui. Les robots habillés. Les robots habillés et tout ça. Et même eux, là-bas en Europe et en Amérique du Nord, commencent déjà à marcher parce qu'ils ont vu le danger arriver. Parce que si dans le cinéma, on commence à remplacer les acteurs, si dans l'agriculture, on remplace la main-d'œuvre humaine, dans les industries, finalement, tout le monde va rentrer au chômage. Et ça, comme ça va créer des révoltes, dû au fait que les gens ne peuvent plus bénéficier de leur bien-être suite aux revenus, au rendement qu'ils apportent. Et ce qui se passe, c'est qu'il faut donc créer maintenant les virus, il faut promouvoir l'homosexualité pour que la perpétuation de la vie, c'est-à-dire la multiplication
des humains sur Terre baisse considérablement et soit voire neutralisée. Et sur le plan même de l'agriculture, frère, vous allez vous rendre compte que l'agriculture sont de plus en plus à base des machines n'ont pas la même saveur que la vraie agriculture. Voilà, fait sur la base des techniques naturelles que les anciens ont développées. Donc, aujourd'hui même, au niveau de l'alimentation, on constate de plus en plus de maladies suite au fait que les aliments sont empoisonnés avec les produits chimiques, les engrais chimiques, et je ne parle même pas des produits pharmaceutiques tels que les vaccins qui nous sont envoyés avec des virus et des poisons pour soit rendre les femmes stériles, soit empêcher les hommes d'être virils et pouvoir procréer. Et parmi les conséquences, nous avons l'espérance de vie qui est de moins en moins importante. Voilà. Donc, vous constatez que cette tendance de la science qui vogue entre l'objectivité et l'idéologie, fait en sorte que si on n'est pas très rigoureux, si on n'est pas très méticuleux, si on ne met pas les principes devant tels que la sacralité de la vie, on va sombrer immédiatement dans l'idéologie et on va commencer donc à partager les thèses révisionnistes et toutes ces thèses-là. On sera complètement à côté de la D'où donc la thèse polycentrique qui parle de des naissances spontanées des humains dans chaque continent, est effectivement une thèse qui est au service du système idéologique. Et Cheikh Anta Diop nous apprend justement qu'il est très improbable que la nature, au cours de son évolution, passe 2 fois par le même point. Par le même point. Donc, on va plus loin. Lorsqu'on regarde l'homme noir, mais l'homme noir, en même temps, il fait des albinos, il fait des enfants blancs. Ce n'est pas tous les hommes noirs qui ont le nez trapu comme le nez des singes. Lorsque vous voyez mon nez, est-ce que mon nez ressemble à un nez épaté de type négroïde? Même le nez du frère Niabsi, ce n'est pas le nez de type négroïde, c'est-à-dire tous les qualificatifs de ces idéologues pour décrire l'homme noir ou le négroïde ne tiennent pas le coup. Parce que lorsque on regarde l'homme noir, on se rend compte que tous les hommes noirs n'ont pas le nez épaté. Il y en a même qui ont des nez très fins. Et longs. Assez voilà. important. Lorsqu'on va plus loin, les bébés qui naissent, ils naissent avec des cheveux lisses, comme des cheveux des blancs. C'est avec le temps, au contact des rayons solaires, que ces cheveux se raidissent. Ils se sont même basés sur la momie de Ramsès II pour dire que regardez comment son nez est long et crochu. Voilà. Ça veut dire qu'il était un blanc. Ce qui est faux. Parce que ceux qui ont sondé la peau, la peau de la momie de Ramsès II, se sont rendus compte que cette peau était mélanodème. Lorsqu'on regarde maintenant au niveau des variances des teints, chez les noirs, il y a les bruns, il y a les très bruns. A une peau très délicate. Il y a les albinos. Et tout ça sont issus des noirs. Il y a des noirs solex, c'est-à-dire noirs comme le goudron. Voilà. Donc, la thèse polycentrique ne tient pas. Si au sein de l'homme noir, on peut déjà retrouver des gens quasi blancs, mais ça montre à suffisance que c'est la thèse monogénétique qui tient le coup. Il faut prendre en compte. Et même quand on migre pour aller dans les zones polaires. D'accord, frère. Comment est-ce que la mélanine... Le noir, 10 ans, on se rend compte que le teint devient plus clair que lorsqu'on vit dans les zones tropicales. Il y a une dépigmentation naturelle. Il y a une dépigmentation naturelle. Si quelqu'un quitte l'Afrique aujourd'hui pour aller vivre en Scandinavie, à l'issue de 10 ans, il n'aura plus le même teint que celui avec lequel il est parti de l'Afrique. Donc, la thèse polycentrique, pour ne pas nous étendre dans le domaine technique, nous présentons juste des évidences à nos téléspectateurs qui peuvent aller approfondir leurs recherches, en leur montrant sur le plan phénoménologique et sur le plan phénoménal que si l'homme noir est capable d'être brun, très brun, albinos, naître avec des cheveux lisses et avoir un nez long et certains autres des nez épatés et autres, cela montre à suffisance que toutes les espèces humaines observables sur Terre peuvent se retrouver au sein du peuple noir. Donc, la thèse monogénétique tient le coup rien que sur la base de ces éléments sommaires que nous vous donnons et nous vous amenons d'aller aller approfondir vos recherches parce qu'on ne peut pas tout dire, on n'a pas assez de temps pour nous étendre dessus. D'accord. Alors, frère, maintenant, qu'en est-il de la génétique? Si la vague de l'Homo sapiens sapiens qui a migré
et qu'à travers le climat, parce qu'on nous parle justement de 100 000 ans de glaciation, c'était des périodes vraiment très, très, très rudes, qui ont permis ces périodes-là, n'est-ce pas, de dépigmenter naturellement l'homme noir qui est devenu blanc, c'est-à-dire on est parti du Grimaldi à l'homme de Cro-Magnon. Maintenant, qu'en est-il de la génétique pour que plus tard on commence, ou alors il, de ce côté-là, commence à faire des enfants et que ces enfants-là soient blancs? En ce qui concerne la génétique... Est-ce que le froid pouvait également influencer même les gènes de ceux-là qui ont subi cette dépigmentation? Il faut préciser que chez les blancs eux-mêmes, il y a des variances de couleurs. Oui. Il y a des blancs blonds, très très blancs, avec parfois des yeux bleus ou des yeux verts. Il y a des blancs aux cheveux noirs. La plupart même. La plupart des blancs. Les Espagnols, les Portugais, tous ont des cheveux noirs. Voilà, tous les blancs ne sont pas des blonds et ne sont pas blancs, très très blancs, c'est-à-dire pâles, non pas une peau pâle. Dans le sens absolu du terme. Donc, on va voir que même parmi les blancs, il y a donc les variations. Et donc, on ne peut pas dire de manière absolue que on ne retient de blanc que celui qui est blond, c'est-à-dire les cheveux de feu, ou je ne sais pas, les cheveux d'argent, comme on les appelait à l'époque, et avec les yeux bleus ou les yeux verts. Ils sont variés autant que les noirs le sont en Afrique. Donc, si on fait déjà ce constat, cela nous montre à suffisance que, au fil du temps, il y a eu une tendance régressive, même si on pourra nous dire qu'à un certain moment aussi, il y a eu un métissage, avec l'arrivée de l'homme le négroïde de Grimaldi sur le continent européen, qui essaie donc métisser avec les autres pour créer peut-être maintenant les blancs aux cheveux noirs et parfois aussi au teint basané et de temps en temps avec un nez négroïde ou alors des lèvres bouffues. Donc effectivement il y a eu ce métissage, mais il faut préciser que ce blanc qui est devenu blanc lui-même à l'intérieur de pendant ses migrations, lorsqu'il se multipliait, tous ces enfants n'avaient pas le même teint de la chevelure, 2 n'avaient pas le même teint des yeux, 3 n'avaient pas le même teint de peau. Il y avait des variances, même parmi ce blanc pur, de souche pure, avant le phénomène de métissage. Il y avait donc ces variations, tant sur le plan de la chevelure, que sur le plan de l'aspect du visage, que sur le plan de l'aspect des yeux. Donc la génétique nous détaille ce phénomène de manière très très méticuleuse. Et comme nous n'avons pas assez de temps, parce que ce n'est pas un coup de génétique ici, nous n'allons pas nous étendre davantage dessus, mais ceux qui veulent davantage creuser peuvent chercher à comprendre pourquoi même parmi le blanc pur, de souche pure, il y a eu donc ces variations. Voilà. Avant maintenant le premier métissage qui s'est opéré avec le négroïde de Grimaldi sorti de l'Afrique. Et il faut dire justement, parlant de variantes, que dans plusieurs pays africains, notamment des pays comme l'Éthiopie, la Tanzanie, Madagascar, quand vous voyez les habitants de ces pays-là, vous avez l'impression que ils ont tout pris des blancs, mais sauf la peau. Que ce soit les cheveux, que ce soit les yeux, que ce soit le nez, mais sauf la peau. Et même la peau même ne sont pas tellement noirs, un peu comme les Africains de l'Afrique centrale. Vous vous rendez compte effectivement que ces variantes-là, à plus forte raison, quand on a traversé le continent et qu'on a subi... C'est la même chose avec les Dravidiens, les Noirs de l'Inde. C'est la même chose avec les négritos en Asie, qui ont les yeux bridés comme les Asiatiques, mais qui sont noirs. Donc l'environnement a un réel impact sur la morphologie. Maintenant, tout dépend du temps mis de ce groupe humain qui a migré d'une zone à une autre zone. Donc tout dépend du temps mis dans ce lieu-là. Ceux qui sont plus anciens seront un peu plus différents que ceux qui sont venus après. Mais on va toujours voir le même impact en ce qui concerne la chevelure, les cheveux lisses, et l'aspect du visage, le nez et l'aspect des yeux. On va toujours voir ça, même si on admet aussi le phénomène de métissage. Ça veut dire que la race, on peut tout simplement dire que la race est une notion géographique, puisque bien évidemment, ceux-mêmes qui sont partis plus tard pour aller peupler l'Asie, n'est-ce pas, également, il y a encore une autre variante, parce qu'on les appelle l'homme de la chancelade, ils sont pratiquement jaunes. Donc ça veut dire que la race, y compris même les Amérindiens. Donc c'est une question d'environnement géographique, parce que lorsqu'on voit les Amérindiens, les Incas et les Mayas, mais quand on voit les
les grandes statues de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud, issues de la civilisation Olmec, Toltec et autres, mais ce sont des aspects purement négroïdes, parfois même plus négroïdes que le négroïde africain. Donc, tout montre à suffisance que si l'homme noir s'est retrouvé dans ces différents endroits, avec le temps, il a dû muter au contact avec l'environnement qui lui a été hostile. Et si même on observe ces mêmes mutations parmi les animaux, ces mêmes mutations s'observent parmi les animaux. Parce qu'il y a les anciens éléphants qu'on appelait les mammouths. Aujourd'hui, les mammouths n'existent plus, les éléphants géants. Voilà. Donc, il y avait des dinosaures. Il y avait des dinosaures. Aujourd'hui, il y a des lézards. Il y a des animaux aquatiques qui mutent et deviennent des animaux rampants. Regardez même seulement l'animal aquatique qu'on appelle le phoque, qui ressemble à un rat avec des trucs comme ça, mais la queue comme la queue de poisson avec les pattes devant. C'est la même chose que le petit animal qu'on observe dans nos fleuves avec la tête de souris et la queue de poisson. Donc avec les pattes d'animal. C'est la même chose qu'on observe avec la chauve-souris. Il y a toujours cette mutation-là qui se reflète jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, on appelle ça les vestiges de la mutation, qui se reflètent donc à travers ces animaux que nous venons d'énumérer. Notamment la chauve-souris, qui en même temps a les ailes, mais qui en même temps est une souris. Le phoque, qui en même temps est quelque chose comme un rat, comme une souris, avec les pattes comme un poisson. Et donc, tout montre que ces vestiges de mutants nous démontrent effectivement cet impact de l'environnement sur l'évolution des espèces, des êtres vivants sur Terre. D'accord. Frère, maintenant nous allons aborder la notion de race. Je vais citer un philosophe que tu n'aimes pas beaucoup, c'est un Africain. Il s'appelle Grégoire Biogo. C'est vrai que son appartenance maçonnique ne nous intéresse pas trop, mais c'est plutôt le résultat de ses travaux qui nous intéressent. Ouais. Il nous fait comprendre qu'en réalité, il n'y a pas de race humaine, mais il y a une espèce humaine avec des phénotypes distincts. Parce que parler de race, c'est comme si c'est donner justement raison à tout cela. Aux thèses racistes. Oui, mais c'est pas lui l'inventeur ou le créateur, l'innovateur de ça. Cheikh Anta Diop a effectivement abordé la notion de variation biologique. Et il précisait variation biologique mélanodème, variation biologique xanthodème, variation biologique leucodème, variation, etc. Il a, dans Civilisation au Barbarie, il énumère toutes ces variations biologiques. Et justement, il est le premier africain, grand chercheur africain, à évoquer, je veux dire quoi, l'inexistence de la race. Ce qui existe en réalité, c'est qu'il y a une seule race humaine, avec des variations. Voilà, la race noire, en fait, il y a une seule race humaine. En ce qui concerne l'apparence, l'être humain, c'est une seule race. Avec donc des variations biologiques, c'est-à-dire des variations de teint, des variations de cheveux, des variations d'aspect du visage et même de statut, je veux dire, de gabarit, de structure du corps, etc. Il faut bien préciser, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fonction de l'environnement dans lequel il se trouve. Bien évidemment. Voilà, madame, monsieur, chers téléspectateurs, vous suivez votre émission Kamita sur Kemet Télévision. La thématique abordée ce matin, c'est l'origine de l'humanité. Nous allons prendre une respiration et on se retrouve juste derrière pour poursuivre notre émission, notre échange. Sur le plateau, l'origine de l'humanité est la thématique que nous abordons ce matin avec le frère Toth Abonné, ontologue, métaphysicien et égyptologue. Alors frère, nous allons revenir sur les insuffisances de l'évolutionniste. Les thèses évolutionnistes. Les thèses évolutionnistes, justement, ceux-là même qui ont dit qu'il y a des races supérieures et puis des races inférieures. Oui, bon, nous ne sommes pas dans l'évolutionnisme.
Nous sommes dans la thèse évolutionniste d'après l'approche occidentale. Et nous avons pris un auteur central, à savoir Hubert Reeves, ou alors Hubert Reeves, avec deux E. R, 2 E, V, E, S. Voilà, vous pouvez aller taper cet auteur sur Google et vous allez voir tout ce qu'il a eu à produire en ce qui concerne l'évolution de la vie. Cette thèse tient, mais elle ne rend pas compte de l'aspect, certains aspects, notamment l'intervention des entités qui débordent la compétence de la science. Voilà. Parce que la science se borne sur la phénoménologie matérielle. C'est-à-dire qu'on voit, on dit, bon, chaque particule a une énergie, un magnétisme qui capte l'autre particule, et c'est ça qui fait que ça s'agglomère. Et là, on passe par le processus descriptif, sans comprendre derrière l'intelligence qui agit derrière. C'est-à-dire qu'on ne voit que le phénomène, et on décrit le phénomène partant du micro jusqu'à la construction de l'organisme. Macro. Et là, on ne peut pas nous rendre compte de la naissance de l'intelligence, on ne peut pas nous rendre compte de la naissance de la pensée. On ne peut pas nous rendre compte de la naissance de la conscience. Parce que la science, qui se borne donc sur cette description matérialiste des phénomènes naturels, est donc, dans une certaine mesure, bornée. Et non seulement elle est bornée, mais elle ne satisfait pas les attentes de ceux qui se posent des questions de type métaphysique, des questions de type sotériologique, c'est-à-dire quel est le sens de l'existence de l'homme? Quel est le sens de l'existence de l'univers? Elle est limitée dans le temps et dans l'espace. Voilà. Donc, les théories scientifiques matérialistes occidentales constituent elles-mêmes leurs propres limites à travers la méthode qu'ils emploient. Maintenant, on va nous dire, oui, mais là, on peut aussi faire intervenir la psychophysique, c'est-à-dire que le volet psychologique qui est uni à la physique. Et cette thèse psychophysique est élaborée à travers la fusion des travaux des membres de l'école de Vienne, c'est-à-dire du cercle de Vienne, qui étaient des logiciens et qui étaient capables donc d'établir le rapport entre la pensée, le langage et les éléments de la nature. D'accord. C'est de là que naissent les thèses psychophysiques. Il est bien évident que ces thèses ont été approfondies via des penseurs tels que Carl Gustav Jung, via avec la collaboration des physiciens tels que Wolfgang Pauli, et qui était un physicien qui a fait beaucoup plus des études dans la physique quantique. Et donc, ces thèses se sont imbriquées et plus tard ont constitué donc un champ de recherche où aujourd'hui on aboutit à ce qu'on qualifierait l'analyse mentale dans des laboratoires où on peut brancher des capteurs afin de pouvoir décrypter la pensée, le langage, etc. Et comment l'énergie cérébrale se déploie. Mais il reste un problème de fond. C'est que là maintenant, on met les capteurs qui interagissent avec les neurones. Et ces neurones constituent ce sont des éléments cérébraux, essentiellement, qui ont eu une naissance à un certain moment. La question donc qu'on pose, c'est que lorsque on devient inerte, l'homme est toujours pourvu d'un cerveau et de neurones, mais on ne peut plus rien capter. Ça veut dire qu'il y a quelque chose et effectivement, qui est à la base, ce ne sont pas les neurones, et c'est donc pas le ils cerveau. n'ont pas pu décrypter. Voilà. Et c'est ce quelque chose donc qui établit l'indépendance du volet métaphysique vis-à-vis du volet matérialiste, qui nous interpelle aussi dans cette approche-ci, où on montre que toutes les thèses psychophysiques qui sont développées dans les laboratoires aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Allemagne aujourd'hui, trouvent leurs limites. Mais oui, ils disent aussi qu'avec les appareils, ils filment l'aura. Et qu'avec les appareils, ils sont capables de détecter la présence des entités dans la salle. Mais oui, il faut que ces appareils aussi, qui sont capables de détecter la présence des entités dans la salle, nous permettent de lire le langage de ces entités. Voilà. Là, on ne sera plus obligé de mettre les capteurs sur la tête des gens
pour détecter le langage qu'émettent les neurones en interaction, l'énergie cérébrale qui se déploie dans les neurones. Il faudra que leur appareil fasse apparaître sur les écrans ce que ces esprits nous disent. Et que les vrais initiés qui sont là, confirment qu'effectivement c'est ce que ces esprits disent. C'est en ce moment que nous allons nous taire dorénavant et nous allons laisser la science la science matérialiste qui se base sur les instruments d'expérience continuer son bon bout de chemin. Et je reviens sur cette science matérialiste où je présente ses limites. Aujourd'hui, dans les thèses quantiques, il est démontré effectivement que on ne peut pas en même temps évaluer l'impulsion d'une particule et mesurer son mouvement. Effectivement. Soit on isole la particule pour la saisir, soit on l'évalue en ce qui concerne les calculs de ses mouvements. On ne peut pas saisir les deux événements au même moment, de manière simultanée. Plus loin encore, cette particule isolée par la captation n'interagit plus avec les autres particules et une fois, en ce moment, l'information de cette interaction est biaisée. Parce que l'instrument qu'on introduit dans la réalité vient perturber l'interaction entre les particules. Et donc les résultats qui en sortent sont des résultats parfois parcellaires, parfois limités, parfois même faux, je veux dire. Donc, les instruments d'expérimentation en laboratoire, et je vais plus loin, le bombardement des particules pour libérer d'autres particules, pour beaucoup plus minimes, afin de pouvoir détecter les variations d'énergie, les forces d'énergie. Mais à chaque fois qu'on bombarde la particule, elle sort de son cadre naturel. Qu'est-ce qui vous prouve que ce qu'elle vous fournit est encore ses propres propriétés? C'est peut-être quand elles étaient regroupées qu'elles avaient une fonction particulière. Donc on entre dans une logique scientifique chaotique qui nous mène tout simplement vers l'énergétisme. C'est-à-dire quoi? La quête de la force de l'énergie en vue de quoi? De la fabrication des centrales nucléaires qui vont donc davantage amplifier ces histoires d'intelligence artificielle, cette intelligence d'armement nucléaire. En réalité, cette science ne nous mène pas vers la quête du sens de l'existence, mais elle nous mène plutôt vers la quête du sens de l'influence, du pouvoir, de la puissance et vers le sens de l'avoir. Voilà les deux chemins, le sens de la puissance et le sens de l'avoir. Pourtant, la science elle-même aussi devrait créer des ouvertures vers le sens de l'existence, le pourquoi des choses. Or, ce pourquoi relève essentiellement du domaine de l'ontologie et de la métaphysique. Très bien. C'est la raison pour laquelle... J'allais justement te relancer dessus. On sort de l'aspect matérialiste pour entrer dans l'aspect intelligence, conscience, qui relève de quoi en tant qu'ontologue, toi? Bien évidemment. Cela nous ramène à revisiter les mythes. Parce que beaucoup de penseurs occidentaux, partant du 19e siècle jusqu'à l'ère actuelle, sont en train de se poser ces questions. Est-ce que le logos, tel qu'exprimé dans le monde scientifique, compris comme l'art de démontrer par des arguments et par des expériences, ne peut pas trouver un complément avec le mythos, c'est-à-dire le mythe, qui donne une autre fonction de la réalité, une autre essence de la réalité, qui apporte beaucoup plus le sens qu'aux expériences dont nous venons de montrer des limites. Je vais citer des auteurs tels que Martin Heidegger, qui ont posé cette question. Heidegger, l'allemand, oui. Je vais citer des auteurs tels que Arthur Schopenhauer, qui a posé cette question, qui a évoqué la notion des mythes. Il a même parlé des mythes orientaux, le bouddhisme. Il a Là, parlé nous sommes dans l'ontologie. Dans le domaine de l'ontologie et la métaphysique. D'accord. Je vais évoquer des auteurs tels que Mircea Eliade, qui est un historien qui a beaucoup travaillé sur les mythes. Donc, il a travaillé énormément sur les phénomènes d'alchimie, l'aspect du mythe et autres. Je vais évoquer beaucoup de personnes, même l'un des disciples de Kant. Comment on l'appelle encore là, son nom, mais Cohen. Voilà. Et je vais citer pas mal d'autres auteurs qui, à notre époque-ci même, posent les mêmes questions, notamment le philosophe français que nous avons évoqué ici la dernière fois. Comment on l'appelle
Yves, je ne sais plus trop quoi. De toutes les façons, son nom va nous revenir. Oui. C'est un philosophe français, justement, qui critique l'approche religieuse et l'approche matérialiste des Michel sciences. Onfray. Michel Onfray, voilà, merci. Merci de nous... Donc, même chez eux, on trouve déjà des personnes qui pressentent et qui découvrent, au fond, que l'orientation occidentale de la science et de la société mène vers le péril. On peut Et également qu'il est- même citer Edgar Morin. Edgar Morin, bien qui est dans cette évidemment, même logique qui est là. dans la même logique. Et qu'il faut repenser la méthode scientifique. Il faut repenser ce qui devrait être sacré. Parce que pour aujourd'hui, qu'est-ce qui est sacré pour l'occidental? Ce sont les désirs, les plaisirs, la volonté de puissance. La richesse, la Le domination. Les désirs, les plaisirs, l'avoir, la volonté de puissance. Voilà ce qui est sacré chez eux. Mais ce qui est sacré et qui reste sacré chez les hommes noirs, c'est la vie. La vie. C'est elle qui est sacrée. Et donc l'humain ne peut pas être chosifié. La nature ne peut pas être désacralisée. Parce qu'ils ont procédé par la désacralisation de la nature pour qu'on aboutisse à ce que nous avons aujourd'hui. Parce qu'il y a eu une bonne préparation idéologique depuis la période de la Renaissance occidentale, en passant par le siècle des Lumières. Toute cette période consistait en la désacralisation de la nature, sous le prétexte d'une rationalité cartésienne, qui devrait donc commencer à regarder la nature comme une chose et comme un réservoir d'énergie dont on doit user comme bon nous semble. Avec tout le gaspillage des sociétés occidentales, la surproduction, la surconsommation et le gaspillage que nous observons. Et aujourd'hui, eux-mêmes disent que la méthode cartésienne est obsolète. Bien évidemment. Au profit, par exemple, de la physique quantique et autres. Donc, lorsque nous avons donc émis ces limites, qui s'observent même déjà chez eux, cela nous permet immédiatement d'embrayer avec l'approche mythologique. Maintenant, avant d'aborder l'approche mythologique, il faut que je définisse d'abord ce que c'est que le mythe. Le mythe est défini à 3 niveaux. Le premier niveau du mythe, c'est un récit populaire, légendaire, qui raconte un fait, donc qui peut être une imagination pure et simple, mais qui permet de donner une explication à quelque chose. Des contes, des fables, oui, des les choses fables, comme ça, oui, qui n'existent pas, mais qu'on oui, explique pour donner un sens à quelque chose. Voilà. Il y a maintenant un deuxième niveau du mythe. Un mythe peut donc être inventé. Un mythe peut être inventé comme les allégories, notamment le mythe de la caverne, pour expliquer ce que les mots ne peuvent pas dire. Maintenant, on explique les choses par image. Voilà. Un peu comme les proverbes. Voilà, les Pour vous amener à comprendre quelque chose, on vous prend des exemples simples, banals, terre à terre, mais qui doit être compris niveau par niveau, en fonction, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces proverbes sont enseignés, en fonction des niveaux. Il y a le premier niveau des enfants peut-être de 3 ans, de 5 ans, on leur donne une explication terre à terre. Quand ils ont 9 ans, on monte un peu. Quand ils ont 16 ans, on monte un peu. Sur le même fait. Sur le même fait. Et donc, il y a plusieurs niveaux de compréhension du même phénomène. Ça, c'est le deuxième niveau du mythe. Le troisième niveau du mythe, maintenant, c'est l'affaire d'une contemplation issue de l'expérience d'un initié. Ça veut dire quoi? L'initié, c'est celui qui commence à mener l'expérience via ses organes de sens. L'observation, l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher, etc. Il commence d'abord à sentir le monde. Ensuite, il évolue d'un cran, il passe par l'intuition qui lui permet d'appréhender, d'avoir des flashs de pensée ou des flashs d'images qui lui révèlent des choses que sa sensibilité naturelle ne peut pas saisir. Et ensuite, il va plus loin, l'initié, au niveau de l'exploration des rêves. Il commence à explorer ses rêves et il y a des images et des représentations là-bas qui relèvent soit de son passé, soit de son vécu infantile quand il était plus jeune, soit des projections, c'est-à-dire ce qu'il attend vers l'avenir. Et là maintenant, vers les projections, on va vers les rêves prémonitoires qui peuvent nous révéler ce qui va arriver. Ça aussi, c'est l'exploration de l'initié. Mais il faut préciser que dans ces rêves-là, dans le sommeil, lorsqu'on dort,
il y a une frontière entre le rêve et une frontière entre le rêve et la conscience. Lorsque celui qui dort devient conscient dans son rêve, il devient ce qu'on appelle généralement un sorcier. Parce que là-bas, il agit consciemment, il fait tout ce qu'il veut et il va partout où il veut. Donc le rêve lui-même, le sommeil lui-même qui mène soit vers le rêve, soit vers la conscience onirique, est un chemin initiatique qui permet donc à l'homme de découvrir les potentialités qui sont en lui, qui sont latentes en lui, et qui sont latentes en lui, et qui peuvent donc s'éveiller à travers certains exercices. Je prends des exemples simples pour qu'on se comprenne. La jeune fille qui naît et qui a 7 ans, elle n'a pas les seins. Mais à partir de 13 ans, 14 ans, les seins commencent à sortir. Ça veut dire que c'était latent en elle, c'était en elle. Et à un certain moment, ça commence à se manifester. C'est donc exactement les mêmes capacités. La capacité de lire dans les pensées, la capacité de penser exactement la même chose avec les autres, la capacité d'entendre à des dizaines de kilomètres à la ronde, la capacité de voir ce qui va arriver, la capacité d'aller même dans d'autres dimensions pour aller expérimenter les choses qui se passent de l'autre côté. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de se tromper, frère Todd? Il n'y a pas un risque de se tromper à condition que tout cela soit encadré. Parce que il est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent se lancer dans les initiations. Mais les initiations qui se passent entre 2 personnes là, ce n'est pas prudent. Les initiations traditionnelles africaines se passaient toujours en communauté. C'est-à-dire qu'il y a au moins 10 personnes qui veillent au bon fonctionnement du processus initiatique de l'aspirant à l'initiation. Afin que, de peur que, parmi ces gens qui sont là, il y ait des personnes malveillantes qui peuvent chercher... Qui infusent une entité négative. Ou alors qui peuvent prendre de l'étoile. Voilà. Donc c'est pour ça que dans l'Afrique traditionnelle, je conseille ça aux jeunes, c'est-à-dire quand vous voulez aller vers les initiations, veuillez aller vers des confréries où il y a plusieurs personnes. Au moins 2 ou 3 ou 4 personnes parmi ce groupe dira que non, ce que vous voulez faire là, arrêtez. C'est pas comme ça, c'est pourquoi vous voulez faire ça à cet enfant. Et c'est pour ça que l'Afrique a toujours fonctionné en termes de confréries collectives. Et l'idéal aujourd'hui serait que chacun puisse en trouver dans sa localité. Mais malheureusement, suite à la déstructuration du tissu social, on s'est retrouvé avec l'émergence de ce qu'on appelle aujourd'hui la sorcellerie négative, où les personnes étant nées de cette localité sont devenues des personnes malfaiteurs, je veux dire. Suite à quoi? Suite à un manque de discipline initiatique. En réalité, c'est qu'on leur transmet juste une entité, et cette entité déborde leur capacité psychique et physique, et cette entité les conduit à faire des désastres. Alors que l'initiation est d'abord une préparation physique, une préparation psychique mentale, avec la maîtrise de soi, la compréhension des lois de l'univers, avant de réveiller maintenant les potentialités et de pouvoir nous connecter à telle ou telle réalité. Aujourd'hui, les confréries qui maîtrisent encore ce processus initiatique sont de plus en plus rares. Mais nous en connaissons. Nous en connaissons. Nous pouvons garantir ceux qui nous écoutent que ces confréries existent encore bel et bien. Maintenant, je vais donc évoluer. Donc, ça veut dire que il faut savoir lire ces 5 sens. Oui. C'est-à-dire l'acquaintance entre toi-même et le monde qui nous entoure. Oui. Il faut commencer déjà par ce travail-là et avoir une certaine évolution. Ça veut dire que vous convoquez également la dimension spirituelle dans le processus. Bien évidemment. C'est pour ça que j'ai dit que la connaissance commence par les sens, par la sensibilité. Elle se poursuit par les intuitions. Elle se poursuit par les rêves, l'exploration des rêves. Elle se poursuit par l'étude, le langage de la nature, que j'avais évoqué une fois, ce que signifient les fourmis, maniant qu'on trouve au champ lorsqu'on va à la chasse, la paume de la main qui gratte, le pied qui cogne au sol, le pied gauche, le pied droit, ou le front qui démange, l'œil qui bat, ou les corbeaux qui viennent tourbillonner autour de la toiture, ou les seins des chauves-souris, ou même le ciel, l'aspect des nuages, et tout ça. Donc tout ça, le langage de la nature, les initiés doivent le maîtriser.
Donc, c'est des niveaux de lecture. Maintenant, il y a un travail profond sur soi. C'est-à-dire qu'il faut dompter l'animal qui est en nous. Cet animal qui nous conduit vers des désirs incontrôlés, vers des appétits de plus en plus insatiables. On devient donc des gloutons qui foncent vers des choses et qui ne sont jamais rassasiés par quoi que ce soit. Et c'est ça qui mène vers la démesure, la débauche et la dépravation des mœurs. Donc le rôle de l'initiation à un certain niveau, c'est de t'apprendre à maîtriser tes désirs, à canaliser tes désirs vers des nobles valeurs, vers des nobles réalisations, à apprendre à découvrir tes limites internes, tes défauts et les corriger, ainsi que l'harmonie avec l'univers, l'harmonie, la communication avec les plantes, la communication avec la terre, avec l'eau, avec le soleil, avec la lune. Il faut savoir lire les phases de la lune, ce que chaque phase signifie et quels sont les impacts de chaque phase de la lune sur la terre. Même les étoiles, il faut connaître le langage des étoiles. Donc, il y a ce travail initiatique qui nous aboutit, qui nous permet donc d'accéder à une compréhension profonde de la réalité, où on commence à saisir chaque réalité telle qu'elle est elle-même. Notamment, il y en a qui connaissent l'entité ou l'esprit ou le génie qui habite telle plante. L'autre sait que c'est tel génie qui habite tel arbre. L'autre sait que c'est tel génie qui habite telle pierre. C'est ce que les sciences empiriques appellent les propriétés des éléments. Les propriétés. Bon, mais sauf que il nous limite sur une structure matérielle, c'est-à-dire la structure atomique, qui ne rend pas compte de l'intelligence qui agit dans cette plante, qui ne rend pas compte de l'intelligence qui agit dans ce minéral, qui ne rend pas compte de l'intelligence qui agit dans cet élément qui peut être l'eau, qui peut être le feu, qui peut être la terre, qui peut être l'air. Donc, le rôle du mythe, qui est le dernier niveau, c'est-à-dire que l'expérience de l'initié, le mythe est donc l'expérience de l'initié qui, ayant atteint son aboutissement et son accomplissement, permet à l'initié d'abord de se rassurer que ce qu'il a vu, il comprend cela. Car ce n'est qu'après avoir compris ce qu'on a contemplé qu'on peut expliquer. Et je précise, il y a beaucoup de gens qui voient des choses, mais qui ne sont pas capables de les expliquer. Parce qu'ils n'ont pas encore atteint le vrai niveau d'initiation. Donc il ne suffit pas d'avoir les yeux ouverts pour voir les esprits. Mais il faut être capable non seulement de comprendre le fonctionnement des choses, mais de pouvoir les expliquer et plus tard de pouvoir les codifier à travers le symbolisme, notamment hiéroglyphique, à travers le symbolisme mathématique qui aboutit donc à ce qu'on appelle le fondement de la science. Parce que c'est la logique, les mathématiques qui fondent la science. Car la physique ne tient compte que de la force et des interactions des forces. Maintenant, ces interactions sont décryptées mathématiquement. Et c'est sur la base de cette mathématique et de ces interactions observées qu'on est donc capable de construire des concepts, des théories et de pouvoir élaborer des champs d'expérience, des champs de vérification de ce qu'on aura observé et pouvoir maintenant transformer cela de manière technique et que cela aboutisse plus tard, soit vers l'art, soit vers la technologie. Donc, le mythe est donc les trois niveaux, bien évidemment, les trois niveaux de définition du mythe. Voilà. Maintenant, s'il faut rester sur le dernier niveau, le plus haut niveau, c'est ce qui a véritablement caractérisé nos ancêtres. Bien évidemment. C'est-à-dire à travers l'observation, pendant des milliers d'années, ils sont arrivés à des résultats qu'on a aujourd'hui, sans avoir besoin des appareils. Des grands appareils que nous avons aujourd'hui. Des grands appareils. Par exemple, il y a des architectes qui sont allés en Égypte et qui ont fait la comparaison entre les pyramides et les nouvelles constructions du 21e siècle. Mais ils savaient que la marge d'erreur était plus sur les nouvelles constructions du 21e siècle que sur des pyramides à une époque où ils n'avaient pas encore les échafaudages, ils n'avaient pas encore ces outils-là, n'est-ce pas, pour bâtir les pyramides qu'on n'a pas pu reproduire dans d'autres pays aujourd'hui. D'où la nécessité donc de l'approche initiatique pour l'exploration
de la structure métaphysique de l'univers. Parce que les outils scientifiques, comme je viens de montrer la limite, ne pourront jamais nous permettre d'atteindre le cœur et l'essence des choses. Il n'y a que le volet initiatique et une vraie initiation, pas les pseudo-initiations où on sodomise les gens, parce qu'il faut déjà dénoncer ça ici. Où on vous demande d'aller manger les clitoris, de boire du sang. Nous ne prenons pas ce genre d'initiation sur ce panel. Nous parlons d'une véritable initiation qui part d'une discipline de soi, du respect de la vie, de la découverte des lois de l'univers et lesquelles lois elles-mêmes qui gouvernent notre structure. Et c'est sur la base donc de cette approche initiatique que je vais sur cette approche que mon discours, il nous reste 10 minutes d'émission, sur l'origine de l'homme va culminer, afin de montrer que nous nous démarquons de l'approche matérialiste, effectivement, de la théorie évolutionniste, qui n'est pas mal pour nous concentrer actuellement sur la thèse, notamment métaphysique, ontologique et métaphysique, ontophénoménologique, je préfère employer ce terme. Donc, au départ, il y a une présence invisible que nos ancêtres ont nommée Imana, c'est-à-dire l'immanent, c'est-à-dire quelque chose qui est là, qui est une présence, mais qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher, qui n'a aucune forme, qui n'a aucun aspect. Donc c'est ça que les orientaux ont appelé le sans forme, ou l'inapparent, ou alors le non manifesté. Et c'est de cette présence invisible qu'il y a donc une suite de vibrations. Et c'est cette suite de vibrations que nos ancêtres ont nommé nous ou nun, c'est-à-dire les ondes. Et suite à cette suite de vibrations qui va en s'accélérant, suivant les fréquences, il y a donc surgissement de la lumière. Et cette lumière qui éclate laisse émerger le feu, qui est la chaleur, parce qu'il y a une lumière qui n'est pas brûlante, et il y a une lumière qui est brûlante. Il y a deux types de lumière. Il y a une lumière qui ne brûle pas, et il y a une lumière qui brûle. Qui est un peu plus chaude. Qui est plus chaude. Donc, il y a la différenciation de cette lumière qui est montée, avec le feu qui est descendu, et ce feu, à travers sa fusion, parce que ce feu, il faut préciser, c'est quoi? C'est Atumra. C'est une double spirale qui est le symbole de la polarité. Et lorsque cet atome se différencie, la lumière monte, le feu descend, l'air chaud descend, l'air froid descend, ensuite l'eau se manifeste, et plus tard, la pierre se manifeste d'abord, et plus tard la terre qui est cultivable, parce que la terre cultivable naît de la pierre, naît de l'érosion de la pierre, dû au phénomène aquatique, notamment avec les algues marines qui se déposent sur la pierre, qui rongent la pierre et qui fait que la pierre devient la terre. Est-ce pourquoi dans certains endroits, quand on cultive, on trouve beaucoup de pierres, justement? Bien évidemment. Voilà. Donc, nous voyons donc que lorsque la lumière monte, le feu descend, l'air chaud, l'eau, l'air froid, l'eau, la pierre et la terre. C'est déjà quelque chose de spatialisé. Partant du haut vers le bas. C'est ce que nos ancêtres ont nommé Ra. Ensuite, Chou, l'air. Tefnout, l'eau. Geb, la terre. Nout, maintenant, l'esprit céleste, l'esprit azuré, c'est-à-dire la lumière qui est au-dessus du feu. Voilà. Donc, de là. Donc, le discours selon lequel, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, deuxième jour, la lumière, troisième jour, et septième jour, il se reposa. Voilà, c'est un faux discours, effectivement, c'est un faux discours. Donc, lorsqu'on constate donc cette différenciation du principe premier, on se rend compte que la lumière qui est montée au-dessus, et qui est donc le symbole d'une conscience qui s'éveille, parce que ce feu et cette lumière constituent ce qu'on appelle le soleil. Et ce soleil, en regardant en bas, commence à se mirer sur l'eau. Il commence à se mirer sur l'eau, il voit donc son image apparaître sur l'eau, et c'est là où il a pu prendre conscience, et il commence donc à reproduire le modèle qu'il observe à partir de lui-même dans l'eau. L'eau est le miroir, c'est pour ça que l'eau est en même temps le miroir et la mémoire, parce que c'est l'eau qui garde tous les éléments
C'est-à-dire tout le processus de la création est contenu dans l'eau. Il y a la mémoire aquatique. Bien sûr. Voilà. Donc, lorsque cette lumière et cette flamme commencent donc à se mirer, il y a donc une prise de conscience. C'est de là donc que cette conscience commence donc à produire des formes. Et les premières formes à exister, ce sont des formes ondulatoires, c'est-à-dire qui ressemblent au serpent et au poisson. Et ensuite, ces formes seront de plus en plus complexes parce que ces formes sont issues des rayons lumineux qui sont émis sur les ténèbres et qui éclairent l'eau qui est dans les ténèbres. Et les essences qui étaient donc dans l'eau commencent donc à prendre des formes en contact avec les rayons lumineux. Et c'est sur la base de ce contact que ces essences, ces larves qui étaient dans le noun éternel, c'est-à-dire les ondes primordiales éternelles, se contactent avec la lumière, que la conscience naît donc dans chacun de ces éléments. Il y a donc activation et il y a formation. Et cette formation part effectivement de la plus petite étincelle qui produit des formes ondulatoires, et lesquelles formes ondulatoires, à travers des accouplements qu'on observe notamment dans l'arbre de l'ADN, c'est-à-dire des mélanges de noyaux atomiques pour muter et donner des formes de plus en plus complexes. Et donc, cette lumière est le symbole de la conscience qui se fait à partir du monde minéral. Justement, et c'est la raison pour laquelle on va voir des formes géométriques apparaître dans le monde minéral, notamment dans le cristal, dans le diamant. Et cette forme géométrique n'apparaît pas par hasard. C'est parce qu'il y a déjà une conscience immanente au monde minéral. Justement, de façon chronologique, l'arrivée des êtres vivants sur la Terre, on a commencé par le monde aquatique. Oui. Après les animaux rampants, les animaux aquatiques, après les animaux rampants. Bien évidemment. Après les animaux à quatre pattes et ensuite les animaux volants. Et il faut expliquer que dans l'eau, il y a déjà tout ça. Dans l'eau, il y a les oiseaux de mer. Mais moi, j'en ai vu, j'étais très étonné de voir un oiseau avec la queue d'oiseau et un bec d'oiseau, mais un oiseau de mer, pas un oiseau qui vit dans les airs, un oiseau de mer. Dans l'eau, j'ai vu des plantes qui sont animées, des plantes animées. Voilà. Dans l'eau, j'ai vu des mutants, tels que le phoque et tout ce que nous avons énuméré. Dans l'eau, en réalité, il s'agit de quoi? C'est que toute la vie, c'est pour ça que je dis c'est sur le contact de la lumière et de l'eau que les larves éternelles, les principes éternels qui reposaient dans les ondes cosmiques ont pris conscience et ont commencé, parce qu'il a d'abord fallu que le démiurge Atum prenne conscience de lui-même en se mirant sur l'eau, et en se mirant, il éclaire maintenant tout ce qui est dans l'eau avec ses rayons, et chacun de ces rayons atteint chaque réalité, potentialité aquatique, anime cette réalité d'une énergie qui permet et donc cette de se réalité développer. prend conscience d'elle-même et elle commence donc elle-même à se développer. À prendre des formes. Et à travers ces formes naît un processus d'accouplement. Parce que il faut que je donne quelques détails. Il nous reste une minute. Il nous reste une minute. De la lumière naît l'intelligence. Du feu naît le désir. De l'air naît la mobilité. De l'eau naît la mémoire. Et c'est-à-dire l'eau qui est le miroir. De cette eau naît la mémoire. Parce que lorsque le soleil se mire, l'eau capte ce mirage, cette conscience et garde cela. On va reprendre ça, frère, pour qu'on comprenne bien. On va reprendre. Je reprends. De la lumière naît l'intelligence. Du feu naît le désir. De l'air naît la mobilité. De l'eau naît la mémoire. Parce que lorsque la lumière et le feu, c'est-à-dire le soleil, se mise sur l'eau, l'eau capte ces rayons. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on peut animer l'eau avec les paroles. On charge l'eau pour que cette eau ne soit bénéfique ou maléfique. Donc, lorsque le soleil se mise sur l'eau, l'eau capte donc ça. Il charge l'eau de cette énergie. Voilà, et c'est maintenant ce qui reposait au sein de l'eau. Chacun de ces éléments s'active et prend une forme. Et plus tard, naissent donc des corps. Et je vais chuter par là en montrant que si donc l'homme est un élément de la nature, étant entendu que la pierre en lui, ce sont les os avec les dents, étant entendu que les herbes en lui, ce sont les barbes, les cheveux et les poils,
étant entendu que la terre en lui c'est la peau et la chair, étant entendu que le feu en lui c'est la chaleur qui anime son corps et qui se manifeste par la pensée et la parole et les émotions et les désirs, ce feu-là, étant entendu que l'eau en lui, les rivières, les mers, les fleuves sont le sang qui coule en lui et qui se manifeste par les vaisseaux sanguins. Donc, les mers sont les artères, les rivières, les ruisseaux sont les veines, les capillaires, les vaisseaux sanguins de plus en plus petits. L'éruption volcanique en lui, c'est le jaillissement du sperme, tant chez l'homme que chez la femme. Les éclairs en lui, c'est l'orgasme, c'est-à-dire ce qu'on appelle la jouissance interne, qui se déploie du sommet de la tête jusqu'à la base de la colonne vertébrale, et qu'il atteint comme l'éclair qui se manifeste au ciel comme il pleut. Et lorsque maintenant il commence à pleuvoir, c'est l'éjaculation, c'est-à-dire la manifestation du sperme, ou alors l'écoulement des larmes aux yeux. D'accord. Donc, l'homme est donc tout simplement un élément de la nature. Et je termine en disant, les yeux en lui, c'est la lune et le soleil. Et l'intelligence divine en lui, c'est la pensée et l'intelligence qui se manifeste. Très bien. Il est donc le résumé de la nature. Sacré tout abonné. Merci infiniment, frère. Merci infiniment. J'espère, madame, monsieur, chers téléspectateurs, qu'à travers le caractère technique de ces enseignements, je peux appeler ça enseignement ce matin, vous aurez quand même l'occasion, n'est-ce pas, de saisir la quintessence de ce qu'il voulait dire par là. Merci infiniment de nous avoir suivis. Merci également à toi, frère Tot. Merci à toute l'équipe technique. Sur YouTube, Kemet Télévision sur YouTube, abonnez-vous massivement pour non seulement voir les émissions de Kamita, les émissions également à Cannes, qui sont les émissions que nous produisons ici dans le cadre de Kemet Télévision, dont le rôle est de promouvoir les valeurs culturelles africaines. Nous vous disons merci une fois de plus, madame, monsieur, chers téléspectateurs, et à samedi prochain pour la prochaine édition. Bien le bonjour. Abagari.